Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le Rafale rate son arrivée au Brésil. La présidente Dilma Rousseff a finalement préféré les avions suédois Saab à l'avionneur français, estimant l'offre tricolore trop onéreuse. Énorme déception après 10 années de négociations et grosse perte en termes de contrat, avec plus de 5 milliards de dollars qui s'envolent. Analyse à suivre. Premier déplacement d'Angela Merkel à Paris au lendemain de la formation de son gouvernement. La chancelière allemande et le président français se sont retrouvés ce soir pour un dîner de travail sur fond d'espoir de rapprochement entre Paris et Berlin. Mais que peut-on vraiment attendre de cette nouvelle coalition allemande? Élément de réponse tout à l'heure. Entente cordiale. François Hollande et Jean-Marc Ayrault veulent faire taire les rumeurs sur les dissensions au sein du couple exécutif. Tout va bien, affirme la porte-parole du gouvernement, mais les sujets de friction se sont multipliés ces derniers temps. On en parle avec le club d'éditorialistes du mercredi. Et puis, ambiance studieuse à l'UMP, Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé en tout. Une vingtaine de hauts responsables ont travaillé sur des propositions communes pour 2017. Le parti veut aussi afficher une image d'unité. Et ce n'est pas encore tout à fait gagné, vous le verrez, avec des images captées en exclusivité par les caméras de Public Sénat. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est un coup dur. Après des années de négociations et de tergiversations, le Rafale de Dassault Aviation n'ira pas au Brésil. Confirmation ce soir du gouvernement brésilien qui a finalement opté pour les avions de chasse suédois, autrement dit la solution la moins onéreuse. Et c'est une défaite de taille pour l'avion français. Les détails avec Fabrice Cunet. La dernière visite de François Hollande n'aura donc servi à rien. Le Brésil a choisi ce soir le groupe suédois Saab pour la fourniture de ses 36 avions de combat. Une solution moins onéreuse. Une nouvelle claque pour Dassault et son Rafale décidément invendable. Pourtant, en septembre 2009, Nicolas Sarkozy se montrait confiant. Mais la décision finale avait depuis été systématiquement reportée. Cette fois c'est officiel, la France voit lui échapper un contrat de près de 3 milliards d'euros. Avec 6 000 emplois sur 4 ans à la clé. Tous les espoirs français sont désormais tournés vers l'Inde. Depuis janvier 2012, le groupe Dassault est en négociation exclusive. Objectif, un premier contrat à l'export pour son Rafale. Un premier contrat estimé à 13 milliards d'euros. Voilà, et sur ce sujet, analyse tout à l'heure de notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault. Mais d'abord, dans l'actualité, ce voyage ce soir, comme il est de tradition entre Paris et Berlin, la chancelière allemande a réservé sa première visite à la France au lendemain de la formation de son gouvernement avec les sociaux-démocrates. Angela Merkel assure que ce nouveau mandat, le troisième, marque une nouvelle étape dans la relation franco-allemande. De son côté, le président français dit vouloir redonner espoir à l'Europe. On les écoute. C'était pour nous un plaisir et un honneur que de faire ce premier voyage à Paris après la formation du gouvernement. Cela montre l'importance particulière de la relation franco-allemande. Ces derniers mois, nous avons déjà travaillé intensément. Nous pouvons amorcer maintenant une nouvelle étape. Ce qui va nous mobiliser aussi, gouvernement allemand, gouvernement français, ensemble, c'est de donner un espoir à l'Europe. D'abord, d'avoir des règles, des disciplines, mais également des perspectives de croissance et qui sont fondées à la fois sur le soutien de la demande intérieure, mais aussi sur la compétitivité. Tous réunis pour proposer une autre politique. Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et d'autres. L'UMP veut montrer une image d'unité et proposer une alternative à la politique actuelle. C'était l'objectif du séminaire qui s'est tenu aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore gagné pour l'unité, comme le prouvent les images entre François Fillon et Jean-François Copé. Regardez ce reportage de Jérôme Rabier. C'est l'image que voulait montrer l'UMP, un parti rassemblé où tout le monde est prêt à travailler main dans la main pour construire un projet d'alternance. Mais il y a encore du travail quand on voit la poignée de main soigneusement évitée par François Fillon lorsqu'il croise Jean-François Copé.
L'ancien Premier ministre affichait pourtant de bonnes intentions à l'entrée de ce séminaire. L'opposition doit être rassemblée et elle doit avoir un projet. Donc aujourd'hui, on entame un travail de réflexion commun sur le projet et sur la crédibilité de l'opposition. Et donc je m'en félicite. Au menu des discussions, les mesures d'urgence en matière économique que l'UMP prendrait de retour au pouvoir. Suppression des 35 heures, diminution de la durée d'indemnisation du chômage, retraite à 65 ans ou encore réduction drastique de la dépense publique. Le gouvernement mène une stratégie de distraction. Nous voulons qu'on parle de l'essentiel, des préoccupations des Français, emploi, impôts et aussi sécurité naturellement. Mais sur le plan économique, on va faire un certain nombre de propositions pour soutenir les entreprises. 1 an et demi après avoir perdu le pouvoir, certains ne manquent pas de rappeler que ce séminaire est aussi l'occasion de proposer tout ce qui n'a pas été fait lorsque la droite dirigeait, une sorte d'inventaire. Si ce qu'on avait fait entre 2007 et 2012 avait été parfait, peut-être que les Français nous auraient réélus, nous ne serions pas dans l'opposition. Donc moi j'assume complètement qu'il faut faire mieux qu'hier, parce que les Français nous le disent, je crois qu'il faut être lucide. À défaut d'être guéri de la guerre des chefs, l'UMP se soigne en s'affichant en force de proposition pour convaincre les Français. L'ensemble des mesures devra être validé fin janvier par les 2000 membres du Conseil national de l'UMP. Dans l'actualité, les artisans maintiennent la pression sur le gouvernement. Fort du succès de leur pétition, ceux qui se sont fait appeler les sacrifiés veulent marquer le coup avant la trêve des confiseurs et obtenir ainsi des mesures qu'ils jugent urgentes pour leur survie. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Qu'est-ce qu'il vous aurait fallu ? Sa boucherie du 18e arrondissement, Philippe Bourdin y passe plus de 70 heures par semaine. Submergé par le travail, depuis quelques années, il se sent aussi submergé par les taxes. On se sent quand même étranglé par toutes les charges qu'on a. On est quand même inquiet pour l'avenir parce que plus ça va, plus on prend des charges. À un moment, c'est notre marge qui baisse. À un moment, il va y avoir des problèmes, quoi. Comme plus de 500 000 autres artisans, il a signé la pétition des sacrifiés, une manière de ne plus être isolé et d'être entendu face à l'avalanche de prélèvements fiscaux. On a l'impression que tout ce qui est artisanat et commerce, c'est toujours sur nous que ça retombe. C'est-à-dire que nous, on ne va pas faire grève. Nous, on est au boulot, on est les fourmis de l'État. On travaille, on n'a pas le temps d'aller dans la rue. La prime d'apprentissage au-delà de la première année du contrat et un crédit d'impôt, deux revendications que les représentants des artisans défendront demain devant le président de la République. Le club d'éditorialistes du mercredi avec deux thèmes au menu de notre club ce soir. D'abord, la grande coalition en Allemagne. Angela Merkel entame son 3e mandat avec les sociaux-démocrates. La chancelière est à Paris ce soir pour un dîner de travail avec le président français. Alors que peut-on attendre de ce nouveau gouvernement? Quelles inflexions ou pas en Europe et sur le couple franco-allemand? Et pourquoi une telle coalition est possible en Allemagne et impossible, ou en tous les cas difficilement envisageable en France? Et puis enfin, autre thème, autre couple, François Hollande, Jean-Marc Ayrault. Tout va bien, affirme le couple exécutif, mais il y a de plus en plus de fritures sur la ligne. On en parle avec nos invités ce soir. Claude Veil, bonsoir et bienvenue, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Bonsoir, avec nous également Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bonsoir, directeur du site Atlantico. Notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et puis, il est plein de bonnes résolutions pour l'année 2014. Notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Sonia. Première résolution, c'est les vestes flashy. Pour les fêtes, je me suis offert une orange. J'aurais pu en parler. Voilà, je me suis. Voilà, j'ai une veste orange, voilà. Donc c'est comme une orange de Noël. Enfin, je ne sais pas l'avenir de votre téléviseur, c'est normal. Ne réglez pas les couleurs, tout va bien. On va démarrer, messieurs, avec l'actualité de la soirée. Et Jean-Luc Gombaud, c'est un coup dur. Hein. C'est le Rafale qui rate son arrivée au Brésil. Et à l'instant, le ministre brésilien de la Défense confirme donc le choix de son pays pour les avions de chasse suédois. Après des années de tractations, de tergiversations, finalement, ça nous échappe. Ça nous échappe, c'est un coup dur, mais un coup qui était quand même attendu. Il s'agissait d'un contrat de 36 avions de combat qu'avait lancé le Brésil. Il y avait 3 candidats. Il y avait un Américain,
le FX. Le problème de l'américain, c'est quand même qu'il y a eu cette affaire d'écoute qui a quand même révulsé le Premier ministre brésilien. Il y avait le Gripen qui donc a gagné, qui est de la société suédoise, Saab, et il y avait Dassault qui avait un problème, lui, qui était beaucoup trop cher. Or, le Brésil traverse une crise financière et sociale. Vous avez vu toutes les manifestations autour de la Coupe du Monde de football qui coûtait 10 milliards qui devrait coûter de l'ordre de 10 milliards de dollars, et le Dassault très sophistiqué, mais quand même trop cher pour lui. Alors c'est un problème pour Dassault et ses 500 sous-traitants qui travaillent sur le Rafale, mais c'est également un problème pour l'État français. Oui. Parce que l'État français s'est engagé à acheter à Dassault lorsque l'armée de l'air a dit « il nous faut un nouvel avion de combat, il faut qu'il ait telle ou telle caractéristique ». Dassault a dit « d'accord, mais il faut que j'en vende un certain nombre pour pouvoir rentabiliser les investissements à réaliser ». Il y avait une commande à peu près de 180 avions. Il en a déjà livré 110, il en reste donc 70 à livrer. Or, dans la loi de programmation militaire, il est prévu d'un achat de 26 avions de combat par l'armée française, et on avait tablé sur l'idée qu'on arriverait à vendre à l'exportation afin d'assurer les fameux 180 avions à Dassault. Or, quand on regarde les différents contrats, Émirats arabes unis, Maroc, maintenant Brésil, alors il y a la perspective indienne et il y a la perspective du Qatar, on fait pour l'instant chou blanc. Donc tout ça veut dire qu'en 2019, si on n'a pas réussi à vendre ces exportations, il faudra solder la facture, et ça veut dire 4 milliards d'euros supplémentaires à payer, alors qu'on est en train d'essayer de faire des économies. Regardez ce que dit Hervé Baudry dans sa caricature, on va se venger, on va gagner la Coupe du Monde. C'est pas gagné là aussi. C'est une pure provocation. Oui. Mais Jean-Sébastien Ferjou, ça fait des années qu'on nous dit c'est presque fait. Oui, on avait dit que c'était fait. Oui, l'ancien président de la République était, ça y est, c'est presque signé, c'est presque fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment l'avion qui semble invendable? Mais je pense qu'il y a un problème qui est plus large que celui du Rafale, parce que quand on réfléchit, il n'y a pas que le Rafale. Ça fait combien d'années que la France n'a pas signé réellement un grand contrat? Parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont faites, notamment pendant les visites de chefs d'État ou de chefs de gouvernement français à l'étranger. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans après, une fois qu'il s'agit de vraiment signer, on voit que rien ne se passe. Et c'est pas uniquement... Il y a bien sûr les problématiques de coûts, différentes problématiques plus géopolitiques qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais il me semble qu'il y a quand même un gros tabou qui pèse encore, c'est que beaucoup de pays ne veulent plus de grands contrats avec la France parce qu'il y a encore des problèmes de commission. Et on les fait à la française d'une manière, notamment des commissions politiques qui n'existent plus ailleurs. Les commissions, ça existe aussi dans beaucoup de grands contrats, mais pas forcément avec des rétro-commissions politiques. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment pèse, parce que quand on regarde sur les 20 dernières années, il n'y en a eu aucun qui a abouti. Donc vous n'accablez pas le Rafale forcément, c'est plus là. Il y a des éléments qui sont purement... Ça peut être des éléments qui se cumulent, mais... Il y a un autre élément qui est purement géopolitique et qui a été beaucoup développé au Brésil, dont on n'a pas parlé en France, c'est que c'est vrai que Nicolas Sarkozy, au moment de sa visite au Brésil, s'était un petit peu avancé. Et à l'époque, on était allé très très loin dans les protestations d'amitié, puisque la France avait même proposé au Brésil, souvenez-vous-en, un partenariat stratégique. Et les Brésiliens se rendaient compte assez vite que c'était des paroles en l'air, et notamment au moment de la guerre de Libye, où ils ont été tenus pour partie négligeable, et où la France a joué une partie diplomatique en méprisant totalement les émergents, qui se sont sentis humiliés dans cette affaire. Et les choses ont vraiment commencé à se dégrader là. Je sais encore un coup d'œil à la caricature d'Hervé Baudry. Bon, un contrat de perdu, un autre de gagné chez un gros label. Voilà, moi je ne connais pas le label de Carla, mais bon, celui-là il est signé. C'est sûr, on est tranquille pour celui-là. Mais Jean-Luc Gombault, l'actualité, il y a quelques jours, c'était le déplacement, la visite d'État de François Hollande au Brésil, aux côtés de Dilma Rousseff. Mais sans M. Le Drian. Donc c'était déjà un signe, vous nous en parliez déjà. Ça sentait déjà un peu le roussi, dans lequel le contrat, si M. Le Drian y avait été, ça aurait été une avancée pour la signature de ce fameux contrat. Le problème, effectivement, je crois que la France a des retards qui se cumulent sur l'industrie de l'armement. Elle perd des parts de marché, elle recule. Et sur le Rafale, qui est un avion absolument superbe, a dit M. Le Drian, apparemment, personne n'en veut, sauf l'armée française, à cause, non pas qu'il ne soit pas performant, mais c'est le rapport entre son prix, 100 millions d'euros l'unité quand même, son prix et son efficacité. Il y a l'aspect industriel, il y a aussi l'aspect politique. On ne va pas rechercher les responsabilités, mais les deux présidents ont porté ce projet avec beaucoup, j'imagine, d'énergie, aussi bien Nicolas Sarkozy et de François Hollande. On va leur reprocher justement ce contrat manqué. Est-ce que l'avionneur Dassault peut leur dire, c'est peut-être pas la faute de mes avions, c'est la faute de votre politique étrangère?
Alors, je ne sais pas, en tout cas, il va lui présenter l'addition. On avait déjà, M. Longuet avait déjà dit à Dassault, faites des efforts en matière de prix. On n'arrive pas à vendre votre avion, mais lui, il a un filet de sécurité. C'est la garantie que 180 avions devront... Au début, on avait parlé de 320. On a réduit la voilure et 180 avions vont acheter à M. Dassault. Donc il a cette garantie, ce filet de sécurité. Il peut toujours dire, moi je ne me serais jamais lancé dans cette aventure sans avoir ces 180 avions promis. Il les aura donc de toute façon. Mais exactement, mais c'est révélateur toujours de cette espèce de confusion qui règne en France entre le secteur public et le secteur privé, et qu'on voit dans ces contrats-là, mais qu'on voit aussi quand on regarde sur nos champions du CAC 40. On dit que la France en a plus à l'international. Quand on regarde dans la réalité, leur chiffre d'affaires, ils le font en France parce qu'il y a des effets de rente en France. Et là, on est à plein dans cet effet-là. Parce que effectivement, mais après, qui est responsable? C'est chercher l'œuf et la poule. Hein. Si vous êtes industriel, c'est cohérent dans votre environnement d'aller chercher le soutien du politique. Enfin, après, le politique aussi veut sauver des emplois. C'est peut-être quand même une remise en cause, vu qu'on n'en signe plus aucun des grands contrats depuis maintenant beaucoup d'années, une vraie remise en cause de notre mode de fonctionnement sur lequel on devrait s'interroger. Alors messieurs, la suite de notre club d'éditorialistes, et on parle beaucoup de cette coalition allemande avec une image tout en sourire d'un gouvernement composé de conservateurs et de sociaux-démocrates, mais que trouve-t-on vraiment derrière l'image de compromis affichée? On voit tout cela avec Samira Dechir et on en parle juste après. Regardez. Monsieur le Président, j'accepte ce vote et je vous remercie pour votre confiance. Une grande coalition à la tête de l'Allemagne. Pour diriger la première puissance économique européenne, Angela Merkel va s'appuyer sur une alliance entre les conservateurs de la CDU-CSU dont elle est issue et les sociaux-démocrates du SPD. Deux partis a priori totalement opposés et qui ont pourtant réussi à négocier pour siéger au sein du même gouvernement, comme ils l'avaient déjà fait entre 2005 et 2009. Une culture de la coalition qui s'explique en partie par le mode d'élection des parlementaires. En Allemagne, le mode de scrutin est différent qu'en France. Donc on a une seuil à 5%, ce qui fait que dans cette élection, l'ancien partenaire de coalition de Merkel, les libéraux, FDP, ils n'ont pas gagné les 5%. Donc du coup, ils ne sont même plus représentés au Parlement. Et Merkel était obligée de trouver un autre partenaire. Suffirait-il de calquer en France le système électoral allemand pour imaginer une telle alliance entre l'UMP et le PS? Pas sûr, car il manquerait à l'Hexagone une culture du dialogue très ancrée en Allemagne, tant dans les discussions entre les partenaires sociaux qu'entre les partis politiques. En France, je ne vois pas trop cette culture de consensus. Donc, à mon avis, on a plutôt une culture un peu conflictuelle en politique et déjà pour cela, ça ne va pas marcher. Il suffit de regarder ce qui se passe à l'UMP. Même au sein d'un seul parti, c'est tellement difficile de faire avancer les choses ensemble. Donc on ne peut même pas s'imaginer ce que ça donne au niveau national si on forme une grande coalition comme en Allemagne. Cette grande coalition, dont on dit qu'elle ferait rêver François Hollande et son attachement au consensus, présente tout de même un risque d'immobilisme gouvernemental et affaiblit l'opposition face à une alliance des poids lourds de la politique. Et voilà, consensus, compromis, compromiss, on dit comme ça en allemand. Je crois impossible d'imaginer chez nous une telle coalition, Claude Weill. C'est totalement irréaliste, bien que ce soit peut-être souhaitable. Le problème, c'est que c'est supposé la question résolue. Les raisons pour lesquelles en France c'est impossible ont été dites, le mode de scrutin, la culture nationale. Autre chose peut-être, c'est que vous ne pouvez faire un gouvernement de grosse coalition, la GroKo, que lorsque vous avez une forte légitimité des partis de gouvernement. C'est-à-dire que ces deux partis, la coalition CDU-CSU d'un côté, le SPD de l'autre, à eux deux totalisent plus de 70% des voix des électeurs et 85% des sièges au Parlement. Donc il y a relativement peu de risque de décrochage de l'opinion publique. Les partis les électeurs allemands restent arrimés à ces grandes formations. En France, comme vous le savez, quand vous avez mis bout à bout les scores de l'UMP et du Parti socialiste au premier tour, vous arrivez péniblement à 45%, quelque chose comme ça, avec une montée aux extrêmes qui est la grande menace du système politique français et qui oblige chacun des deux partis, le grand parti de gauche et le parti de droite, à regarder en permanence sur son extrême
même pour pas se faire ratisser son électorat. Et il part quand même. Donc, si vous faisiez en France une politique de grande coalition, ça a évidemment un avantage majeur. C'est qu'il y a des grandes réformes, les fameuses grandes réformes devant lesquelles la France rechigne depuis 30 ans, qui seraient peut-être possibles, alors qu'elles sont impossibles aujourd'hui, peut-être possibles, mais le danger, c'est que peut-être qu'un gouvernement de coalition déboucherait aux élections d'après sur un Front National à 35%, une extrême gauche à 20%, parce que comme en France, le pouvoir est condamné à décevoir, si les deux partis de gouvernement déçoivent, alors qu'est-ce qui reste? Alors selon Hervé Baudry, que faudrait-il à la droite et à la gauche? Ça serait peut-être de légaliser le cannabis, ça les allégerait un petit peu. Vous croyez que ça peut aider à une grande coalition? C'est votre proposition. Jean-Sébastien Ferjou, SPD et CDU en Allemagne, ils ont voté ensemble des textes importants, emblématiques. Il y a eu, je crois, la réforme des retraites. Ça, c'est inimaginable en France. Oui, c'est inimaginable. Parce que la culture politique, comme on l'a dit, est très différente. Mais cela dit, il ne faut pas surinvestir le modèle allemand. Parce que quand on regarde les grandes réformes allemandes, le gouvernement de Gerhard Schröder, c'était une coalition, certes, mais c'était une coalition qui était rouge-verte à l'époque. Donc qui était quand même plus cohérente idéologiquement. Ce n'était pas une coalition entre la gauche et la droite. C'est pas tout à fait juste, Sébastien. Dans son deuxième mandat, mais les réformes, le paquet 2010 dans son deuxième mandat, Schröder 2010. lance le grand paquet de réformes Hartz II, mais ce système a été véritablement sanctuarisé par le gouvernement de coalition de 2005-2009, qui, au lieu d'effacer tout le chantier qui a été ouvert, l'approfondit et le stabilise. Il l'avait fait avant. La réforme était lancée, mais c'est la grande coalition 2005-2009 qui visse le système. En tous les cas, mais elle était lancée, mais pardon Sonia, mais on peut juste fêter le miracle du brassage SPD-CDU, comme le dit Hervé Baudry. Pardon, oui, Jean-Sébastien. Elle était lancée, effectivement, mais en phase 2, et c'est là où la France devrait, pour le coup, s'inspirer de l'Allemagne, pas forcément de son modèle politique, mais de sa culture, que vous mentionnez dans le sujet, entre les partenaires sociaux. Parce que c'est à ce moment-là que ça a été transformé. C'est au moment où ça avait été confié aux partenaires sociaux. Quand on regarde en revanche ce qu'a fait Angela Merkel avec le petit parti libéral, et probablement ce qu'elle va faire là, elle était totalement conservatrice, mais au sens, pour le coup, péjoratif du terme. Elle n'a rien fait. C'est pas du tout Margaret Thatcher ni Gerhard Schröder. Elle n'a rien fait pendant ces mandats. Elle s'est juste contentée de garder en place qui avait été mis sur les rails. Et c'est quand même pour beaucoup, si l'économie allemande va bien, par cette culture du consensus des partenaires sociaux et aussi des grandes entreprises qui savent travailler ensemble beaucoup plus qu'on ne sait le faire en France. La culture du compromis, du partnership va très au-delà du système politique. Et au niveau des entreprises. Ça va très au-delà du système politique. C'est aussi un partenariat global au sein de la société allemande qui fait que les syndicats, le patronat peuvent s'entendre, discuter. Et la question ce soir, Jean-Louis Gombault, c'est quel changement pour l'Europe et pour la France? Ce soir, Angela Merkel donc, est à Paris pour un dîner de travail. Elle a dit tout à l'heure que ce nouveau mandat signe une nouvelle phase du couple franco-allemand, c'est le cas? Alors du couple franco-allemand, nouvelle phase, surtout ça va signer, à mon sens, l'affirmation de l'Allemagne comme leader de la construction européenne désormais. Alors on a beaucoup parlé de la culture du consensus, tout ceci est tout à fait exact, mais aussi en Allemagne la culture, j'ajouterais, du contrat. Et du pragmatisme. Et le contrat. Très important. Le contrat. Une culture juridique très importante. La semaine dernière, on l'a vu avec le contrat qui a été signé entre le SPD et la CDU. Avec 1700 heures, je crois, de négociations. En tout cas, globalement, un contrat de 186 pages où tout est prévu. Point par point, c'est un peu différent du culture du consensus, parce que le consensus peut bouger, on s'engage sur un contrat. Et si on n'est pas d'accord, on s'en va, mais on ne tiraille pas un peu dans tous les sens, comme cela se fait un petit peu en France dans les différents gouvernements. Et on va voir cette culture du contrat avec le Conseil européen de demain, et sans doute que Mme Merkel l'a exposé à François Hollande, car elle veut aller plus loin dans les contrats européens. D'ores et déjà, il y a un contrat qui est bien signé, qui est le contrat budgétaire, où on s'engage ici à 2017, 0,5%. Mais si j'en crois les informations publiées par le Financial Times d'hier, il semble bien qu'elle veuille élargir cette affaire à l'ensemble de la politique économique. Il faut que les pays s'engagent sur les modifications, par exemple, du marché du travail, un contrat signé avec l'ensemble des pays européens, supervisé par la Commission européenne, la formation, l'innovation, elle passe tout au peigne fin et elle va proposer d'ores et déjà, dès demain, la signature de ce type de contrat où chacun s'engage. Et c'est intéressant parce qu'elle est la seule aujourd'hui à proposer une initiative, après on est pour, on est contre, ça chacun son affaire, à proposer une initiative pour avancer vers plus d'intégration. François Hollande, dans sa dernière conférence de presse, avait dit « Je veux un gouvernement économique européen ou un gouvernement économique de la zone euro ». Il va peut-être trop loin,
Non, commençons basique, sous pragmatisme, passons par des contrats par étapes, mais signons entre nous des contrats qui nous engagent. Donc déjà, le premier pas, elle se pose en patronne, entre guillemets, de l'Europe. En tout cas, en leader. En leader. Parce qu'elle est de fait, de toute façon, ne serait-ce que par absence de combattants. Oui. Effectivement, on n'a jamais répondu aux propositions, et François Hollande n'a jamais répondu aux propositions qui avaient été faites par l'Allemande. Et il y a cette culture du pragmatisme, mais enfin, elle est aussi un peu retorse, Angela Merkel, parce que là, Harlem Désir se réjouissait que la coalition allemande soit à la botte du SPD. Quand on regarde dans la réalité, il y a eu quelques opérations qui ont été faites. D'une part, c'est le même ministre des Finances qui reste en place. Le SPD n'a pas obtenu ou pas demandé d'ailleurs, apparemment. Et on nous a vendu un peu l'idée que c'était plutôt moins d'austérité qui se profilait. Quand on regarde, c'est quand même loin d'être sûr, parce qu'il y a une autre opération qui a été faite dans le même temps. Il y a un autre ministre qui est rentré dans le gouvernement allemand, qui était le représentant de l'Allemagne à la Banque Centrale Européenne. Et c'était celui des Allemands qui était le plus en faveur de la politique de Mario Draghi. Quand Mario Draghi a dit « on fera tout ce qu'il faut pour sauver l'euro », provoquant la fureur de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande, c'est quand même cet Allemand-là. Et on l'a remplacé à la BCE par Sabine, peut-être Jean-Louis, je me souviens plus de son nom, mais bref, la nouvelle représentante allemande, pour le coup, elle est dans l'orthodoxie absolue. Donc attention aux images, attention aux images. Derrière, Angela Merkel est plutôt pour s'engager sur une voie de rigueur encore. Les fondamentaux de la politique allemande ne bougeront pas. Et c'est même la vraie raison pour laquelle Mme Merkel a choisi de faire ce gouvernement de coalition, c'est précisément pour sanctuariser la politique des grands équilibres économiques, pas de déficit, pas de mutualisation européenne de la dette, etc. etc. Pourquoi ? En fait, il serait faux d'imaginer que le système politique allemand n'est pas un système conflictuel. Il est conflictuel. Mais ce qui le différencie d'une autre, c'est que quand on entre dans une pièce pour négocier, on sait qu'on en sortira avec un accord, c'est-à-dire un compromis, un véritable compromis. Elle a concédé beaucoup de choses. Elle était violemment contre. Le SMIC européen, elle était contre le SMIC appliqué qu'en 2017, quand l'Allemagne s'engage sur l'union bancaire 2026. Elle était totalement contre un SMIC national. Au départ, elle était assez ouverte à l'idée d'un SMIC sectoriel. Je ne souhaite pas, ni pour nous, ni pour l'Allemagne, qu'il y ait un retournement de croissance de la situation économique de l'Allemagne, mais s'il y a un retournement de croissance, garantit que le salaire minimum allemand d'ici 2017, où elle ne sera plus chancelière, il ne verra pas le jour. L'accord n'est tout de même pas totalement unilatéral. Dietmar Gabriel a quand même obtenu des choses, alors que il sortait des élections étriées. Les socialistes, si je me souviens, ont fait 27%, ce qui était leur plus mauvais score historique. Il a obtenu des concessions. Il ne fallait pas lui faire perdre la face. Il fallait crédibiliser l'accord en donnant une base qui élargisse la base sociale du gouvernement. C'est une très habile politique. Ça n'est pas une visionnaire, mais c'est une très habile politique. En disant que la nomination des ministres est très habile, car le ministre des Affaires étrangères européen, c'est un social-démocrate. Le ministre de l'économie qui va lancer tous ces contrats est également un social-démocrate. Donc, quelque part, c'est quelqu'un de la famille de François Hollande, et ça peut faciliter les choses pour eux. Et c'est Angela Merkel qui conclut elle-même notre débat. Bref, dit-elle, avec cette mine qu'on lui connaît bien, vous allez rigoler. Faites-nous l'accent. La suite, je le fais mal. La suite du club d'éditorialistes. Et puis cette question ce soir, comment le couple exécutif, cette fois-ci, termine-t-il l'année? François Hollande et Jean-Marc Ayrault veulent afficher leur unité. La porte-parole du gouvernement affirme que tout va très bien, mais les dossiers sur lesquels les deux hommes ont été pris en flagrant délit de divergence sont nombreux. On voit tout cela avec Sophie Normand, couturier, et on en parle juste après. Regardez. Il y aurait comme de l'eau dans le gaz dans le couple Hollande-Ayrault, et le Premier ministre n'y serait pas pour rien. Le président lui reprocherait d'être un peu trop indépendant. Bien, bonjour. Dernier quoi qu'en date, le rapport polémique sur l'intégration qui préconise notamment l'autorisation du voile à l'école. Il ne s'agissait que de synthèse d'étapes pas révélatrices de la position du gouvernement, mais le chef de l'État n'a pas apprécié la gestion de sa publication. Une publication dont l'Élysée n'était visiblement pas informé. Alors Jean-Marc Ayrault oublierait-il qui est le chef, lui qui ces derniers temps a pris beaucoup d'assurance. Dans les temps difficiles, les Français jugent leurs dirigeants à leur capacité à tenir le cap, à faire preuve de sang-froid, à faire preuve de fermeté. Autre coup d'éclat de Matignon, cette fois-ci au sujet de la fiscalité, c'était il y a un mois. François Hollande avait connaissance de l'entretien donné par Jean-Marc Ayrault aux Échos, mais ignorait qu'il annoncerait une remise à plat de la fiscalité. Là aussi, François Hollande a dû rassurer les Français et canaliser les ambitions de son Premier ministre. Ira-t-il jusqu'à en changer ? Pas sûr que cela aide à assainir la situation.
Un changement de Premier ministre, on peut même dire un remaniement gouvernemental de manière plus générale, permet de donner un peu d'oxygène politique pendant quelques semaines, mais c'est quelque chose qui est de très courte durée. Alors pour recadrer les choses, rien de tel qu'une petite phrase bien placée à l'attention à peine masquée de son Premier ministre. En marge de son déplacement au Brésil, François Hollande aurait déclaré, selon Le Figaro, cette phrase assassine. Quand on est premier, il ne faut pas laisser le second le prétendre, il pourrait y croire et le devenir. Voilà, et l'année se termine avec beaucoup de fritures sur la ligne entre les deux têtes de l'exécutif. Est-ce que ça veut dire, Jean-Sébastien Ferjaux, que le bail de Jean-Marc Ayrault est de plus en plus précaire ou pas? Si on se projette après les élections municipales et européennes, oui, ça de toute façon. Changera, mais sûr, oui. Avant ça, encore faudrait-il qu'il y ait encore une fois un candidat pour le remplacer. Et ça n'a pas l'air d'être tout à fait le cas. Donc François Hollande se retrouve lui-même piégé parce que tout comme il a bien de la peine manifestement à trouver des gens pour venir travailler avec lui à l'Élysée, puisqu'on parle de plus en plus d'un départ potentiel du secrétaire général de l'Élysée, tout comme on a des difficultés, ou il a des difficultés pour convaincre les gens de devenir directeur du budget ou directeur du trésor, enfin un des deux a été nommé depuis. Enfin, son problème, c'est aussi... Il l'avait proposé manifestement à Laurent Fabius, il l'a, semble-t-il, aussi demandé à Manuel Valls. Personne ne se bouscule au portillon. Oui, mais enfin, après, sont-ils capables d'occuper la fonction? Enfin, oui, ça, après, je ne doute pas qu'il y ait des candidats. Enfin, des candidats crédibles, c'est une autre chose. Mais Jean-Marc Ayrault, il est en ce moment un peu, Claude Veil, le bouc émissaire absolu. Tout le monde fait le service minimum pour le défendre ou ne pas l'accabler, en tous les cas. Dans les médias, dernier exemple en date, c'était ce matin, Claude Berthelone qui dit on fait avec. On fait avec, oui. Actuellement, les balles tombent sur Matignon parce que tout le monde a parfaitement enregistré qu'il est en fin de bail et que la vraie différence d'analyse politique et de stratégie entre le président de la République et son Premier ministre, c'est qu'ils n'ont plus le même agenda. Le président de la République est toujours sur son calendrier de 5 ans et sa réélection. Or, ce planning-là, cet agenda n'est pas celui du tout d'un Premier ministre qui, lui, très probablement partira après les élections européennes. C'est ce que tout le monde pense, en tout cas dans la majorité, et qui donc veut laisser sa trace. D'où l'idée d'ouvrir ce chantier de la grande réforme fiscale dont on parle depuis 30 ans et que personne ne fait, qui lui permettait de reprendre la main politiquement, d'exister sur la scène médiatique et en même temps de laisser une trace, même si demain il devait quitter le gouvernement. Et en même temps, on voit bien que dans un bateau, c'est d'une banalité affligeante, mais lorsque les choses vont mal avec l'impopularité rôde, tout le monde se tire dans les pattes et au gouvernement actuellement, le héros bashing fait fortune. D'ailleurs, Hervé Baudry, qu'est-ce que... Un petit conseil pour les fêtes, en fait, c'est mon côté rôle utile, les derniers cadeaux avant les fêtes. Un petit râléo. Il a une grande qualité. D'autant plus qu'on sent qu'il n'a plus vraiment la protection d'Élysée, donc on lâche ses coups. Et puis surtout, depuis l'inversion du calendrier et du quinquennat, mais je pense qu'on avait déjà parlé de ce point-là, la fonction de Premier ministre n'a plus de raison d'être. Donc on l'avait vu pendant le quinquennat précédent, et ça n'était pas, comme on a pu le croire à un moment, que la personnalité de Nicolas Sarkozy qui était en cause en voulant tout gérer. Voilà, l'inversion, la vie d'un Premier ministre sous la 5e est impossible. Avec des invariants, c'est-à-dire que toujours, au bout d'un an ou deux, on entend Matignon dénoncer l'excès de prudence, l'immobilisme de l'Élysée. Pourquoi? Parce que le président, lui, pense à surtout ne pas disposer son électorat, préparer l'avenir, etc. Avant, le Premier ministre était quand même plus profondément le chef de la majorité parlementaire, et il y avait une majorité présidentielle. Maintenant, les deux se recoupent. Il a une grande qualité, il a une forte fibre sacrificielle. Il se sacrifie pour le... Non, mais c'est important. Il a une... pas forcément, parce qu'il dit, l'est-il vraiment, il dit qu'il est loyal. Il n'a pas d'ambition élyséenne. Ça, c'est un point important. Je veux dire, tout le monde ne l'a pas. Oui, il est loyal. Autour de François Hollande. Loyal ou lucide. Loyal, lucide, mais il a montré un peu d'indiscipline quand même. Cette façon de s'engager aussi loin sur cette question de la réforme fiscale, cette publication du rapport sur l'intégration sur le site quand même de Matignon, qui est quand même... Mais est-ce que ça avait été vraiment réfléchi? Non, ça c'est typiquement, typiquement une gaffe, c'est un ratage. C'est un ratage. Donc ça prouve qu'il ne maîtrise pas la communication, il ne maîtrise pas vraiment Matignon, enfin il ne maîtrise pas... Je vous rappelle quand même qu'il y a un des rapports qui venait de chez Valls, l'autre venait de chez Payon, je crois, et personne n'a tiré les sonnettes d'alarme. Oui, en tout cas. Donc aujourd'hui, tout le monde tombe sur Ayrault, mais il n'était pas le seul. Ce qui est probable et qui est C'était le site de Matignon. Ce qui est probable et navrant, c'est qu'aucun conseiller de haut vol
n'a pris la patience que j'ai fait, peut-être vous tous, de se fader les 260 pages ou quelque chose comme ça pour voir si à 76 pour voir si à l'intérieur il n'y avait pas une bombe à retardement. Boum, justement, ils l'ont pas vu. Alors s'ils l'ont pas vu, il faut qu'ils changent de métier. Cela dit, il suffisait de regarder la composition des commissions en question, parce que si on rebondit sur le sujet précédent, dans la culture allemande, vous le disiez, quand on rentre dans une pièce, on tombe d'accord, mais parce qu'aussi on met des gens qui ont des choses à se dire. Quand Christiane Taubira fait des conférences sur la délinquance, elle n'invite que des gens qui sont d'accord entre eux. Quand Najat Vallaud-Belkacem fait des choses sur la prostitution, on n'invite que des gens qui sont d'accord entre eux. Sur l'euthanasie, on a exclu les religieux, on n'invite que des gens qui sont plus ou moins d'accord entre eux. Donc on a un vrai problème. On est sûr d'aboutir à un compromis comme ça. Oui, mais que personne ne respecte derrière. Caricature, Jean-Marc Ayrault, on me prend pour une bûche. Ils ont peut-être envie de le découper aussi. Oui, Jean-Luc Gombault. Alors, si tout va mal, enfin si rien ne va bien entre Matignon et l'Élysée, c'est parce que tout va peut-être mal à l'extérieur, parce qu'en fait c'est le fond de la question. Si ça roulait sur du billard en niveau économique, on arriverait toujours à trouver un compromis. Et le problème, c'est demain la note de conjoncture de l'INSEE qui va quand même solder l'année 2013, savoir si véritablement les objectifs objectifs de croissance pour 2014 peuvent être réalisés. On le saura demain à 22h. On en reparlera peut-être ici même. Sûrement même. Pas la note, on en parlera personne sûrement. ne l'a. Elle est sous embargo. On n'a pas beaucoup besoin d'attendre. Bien sûr. La note de l'INSEE pour savoir que la conjoncture... Jamais grillé un embargo, on en parle demain. Alors messieurs, comme tous les mercredis à présent, c'est la revue des hebdos et on va commencer par l'Express, regardez, qui consacre sa une à l'histoire de France, les derniers secrets, un dossier spécial de 90 pages sur ce que l'on ignore encore de l'histoire de France. Par exemple, on peut lire que les rois maudits étaient de sacrés politique, que la Révolution fut une affaire de femmes, etc., etc. Et c'est à découvrir dans l'Express. Le Nouvel Observateur, Claude Veil, et c'est un numéro double pour les fêtes avec à la une l'année où tout a basculé, 1914. C'est bien cela? Et c'est un dossier dont j'espère que les lecteurs s'intéresseront à sa lecture, parce que ça nous a passionné de le faire, parce que la guerre, tout le monde, en gros, on sait. Hein. Mais ce qui a été totalement oublié, c'est ce qu'était l'Europe d'avant, qui était non seulement la plus brillante civilisation du monde, mais qui littéralement dominait la planète. Les grandes puissances européennes rayonnaient comme jamais dans leur histoire. Et on a assisté en quelques jours au suicide de la civilisation la plus brillante que la Terre ait portée. Et c'est ça qu'on analyse, c'est à la fois ce monde d'avant et comment l'hyperpuissance européenne, à l'époque le mot n'existait pas, mais la réalité, oui. D'ailleurs, qui a des restes, on le voit avec l'Ukraine en ce moment, c'est une espèce d'Europe fantôme. C'est quand même l'Autriche-Hongrie. Comment cette hyperpuissance européenne s'est suicidée en quelques semaines. Exact, à découvrir dans le Nouvel Observateur. Et enfin, Le Point qui consacre sa une aux favorites. Maîtresses et concubines, elles ont fait l'histoire. Voilà, donc beaucoup d'histoires, justement. Et on finit avec votre caricature, Hervé Baudry, sur ce... Bonne année, François Hollande, au fond d'un... Oui, mais il va remonter. Qu'est-ce qui se passe? Il va remonter. Il y a un peu d'écho, là. Il enraye sa chute dans les sondages. Et au fond, il va remonter. Allez, merci messieurs. La suite du 22h dans un instant. Eh bien, nous vous dévoilerons en exclusivité les résultats de notre sondage sur les municipales à venir. C'est le premier sondage d'une série que nous allons décliner désormais tous les 15 jours jusqu'aux élections. Et c'est juste après le tour de l'info. Il est signé Sophie Normand-Couturier. Ils sont venus dire non à la réforme des retraites. Une petite centaine de militants aux abords de l'Assemblée nationale. Sans effet, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi. Les écologistes se sont abstenus. Le Front de gauche comme l'UMP et l'UDI ont voté contre. La réforme allonge à nouveau la durée de cotisation et crée un compte pénibilité. L'affaire de proxénétisme dite du Carlton de Lille sera bien jugée en correctionnel. 4 mises en cause demandaient un procès en assises. Demande rejetée aujourd'hui par la cour d'appel de Douai. Ils ne seront donc pas jugés par un jury populaire. La chambre d'instruction de la cour d'appel confirme ainsi l'ordonnance qui renvoie 13 personnes, dont Dominique Strauss-Kahn, devant le tribunal correctionnel de Lille pour proxénétisme aggravé en Réunion. La collectivité territoriale de la Corse et les marins nationalistes corses sont parvenus à un accord. En cas de liquidation de la SNCM, les 4 cargos qui assurent la desserte de services publics ne seront pas privatisés et assureront toujours la continuité territoriale. Les marins ont aussi obtenu des garanties en matière d'emploi. Ils bloquaient depuis mardi un navire de la compagnie à Bastia. L'image suscite une vague d'indignation en Italie et en Europe.
Dans un reportage diffusé par la télévision italienne, on voit des réfugiés se mettre à nu, en plein air, avant d'être soumis devant les autres à des jets d'un traitement contre la gale. Des images tournées avec un téléphone portable par un réfugié. On est traité comme des chiens, commande-t-il. Selon lui, le même traitement est infligé aux femmes. La maire de Lampedusa n'a pas hésité à comparer la structure à un camp de concentration. La Commission européenne a de son côté rappelé ses obligations à l'Italie. Nous avons demandé aux autorités italiennes de faire toute la lumière là-dessus. Nous avons insisté sur le fait que nous utiliserons tous les outils à notre disposition, y compris des procédures d'infraction, pour nous assurer que la législation européenne est entièrement appliquée et respectée. Et nous a rejoint ce soir Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Sonia. Nous allons commenter ensemble alors ce premier sondage, IFOP fiducial pour Public Sénat avec Paris Match et Sud Radio que nous allons voir sur les municipales à Paris. Alors la candidate socialiste Anne Hidalgo avec 52,5% d'intention de vote et donc donnée gagnante dans la capitale face à son adversaire UMP Nathalie Kosciusko-Morizet créditée quant à elle de 47,5% au second tour. Oui, c'est le premier tour qui est le plus important, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de microclimat à Paris. On a parlé de l'impopularité de l'exécutif, ça ne se retrouve pas à Paris, où Anne Hidalgo fait la course en tête, avec 39% d'intention de vote au premier tour. Elle se rapproche de l'excellent score de Bertrand Delanoë, qui avait fait 42 en 2008. Ce qui est extrêmement notable, c'est que cette enquête n'est pas anodine. Elle est faite au lendemain de l'alliance UMP-UDI-MoDem, qui aurait dû donner un avantage quantitatif au premier tour net pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Le potentiel est de 44-45. Elle n'obtient que 38, donc il y a une déperdition forte. Il y a un électorat attrape-tout qui bénéficie à Anne Hidalgo, des anciens, des proches du parti de gauche et de Jean-Luc Mélenchon, de l'électorat centriste. Et puis voilà, il y a une sorte de quadrature du sac difficile pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Un Front National qui est fort, 9% sur Paris au global. Ça rend peut-être ce second tour en duel assez hypothétique dans toute une série d'arrondissements, c'est-à-dire des triangulaires avec un électorat frontiste à Paris qui est un électorat de droite. C'est pas du gaucho-lepénisme, ce sont des UMP déçus, d'anciens électeurs de Nicolas Sarkozy et de l'électorat frontiste traditionnel. Ce qui fait c'est extrêmement compliqué et on a à côté, alors qu'on a une gauche dispersée au premier tour, une liste partie de gauche, une liste Europe Écologie Les Verts et une liste socialiste, on a malgré tout Anne Hidalgo qui arrive en tête et qui pourrait créer une dynamique assez irrésistible dans le cadre d'un second tour. Bien sûr, la campagne n'a pas vraiment commencé, l'offre n'est pas encore complètement figée, mais c'est quand même de bon augure pour Anne Hidalgo. Mais regardez, Hervé Baudry vous dit qu'elle est partie à fond la caisse. Anne Hidalgo. C'est clairement la favorite. NKM et Challenger, il faut être cependant prudent, mais c'est vrai que ce qui est la chose la plus importante pour Nathalie Kosciusko-Morizet dans les prochaines semaines, c'est, à travers des enquêtes d'opinion, arriver en tête, parce que lorsqu'on part compact, global au premier tour avec l'union de toute la droite, c'est pas arrivé depuis 1995 à Paris, ça fait quand même extrêmement longtemps. Elle devrait arriver en tête, mais elle a le problème qu'ont les listes de droite. De façade, non? Moi, chaque fois que je rencontre un responsable de Paris, il passe la moitié de la discussion à taper sur Kosciusko-Morizet. Il y a un vrai contraste. Elle n'est pas aidée par ses... C'est vrai, il y a un vrai contraste entre les listes socialistes qui ont été faites de manière assez harmonieuse. Anne Hidalgo a réussi à se mettre écarté en douceur quelques grognards parisiens comme Daniel Vaillant, et ces listes UMP, UDI, MoDem qui créent des tensions, et puis un électorat centriste, électorat de François Bayrou, qui va à 20-25% sur Anne Hidalgo. Sans compter que l'ancienne première dame Bernadette Chirac, venue normalement soutenir NKM, a finalement rendu un vibrant hommage au Tibéri, et en particulier à Xavier Tibéri, ennemi déclaré de la candidate UMP. Ça n'a pas aidé la candidate. Le 5e arrondissement a toujours été compliqué pour la droite. Souvenez-vous, en 2001, le match Seguin-Jean Tibéri. Alors, ce qui s'est passé avec NKM et Bernadette Chirac est un épisode de campagne et qui ne va pas marquer les Parisiennes et les Parisiens. Mais c'est vrai qu'on a une campagne NKM qui ne démarre pas vraiment, qui ne marche que par à-coups, quand assez tranquillement, on peut parler peut-être de force tranquille. Anne Hidalgo a lancé sa campagne très tôt, dès septembre 2012, pour se déscotcher de l'image de l'héritière de Bertrand Delanoë, et elle fait l'union avec le Parti communiste. On arrive à la fin. Notre ami une question plus peut-être après le journal, on a le temps. Excusez-moi Claude, on arrive à la fin. Parce que de temps en temps, je fais un peu le journaliste, j'aime bien poser des questions. Et vous l'êtes, mais regardez, on va terminer par cette caricature de Bernadette Chirac
Oui, je l'ai entendu. La fée Carabosse qui devient la fée Carabine. La fée Carabine, oui, parce qu'elle flingue vite. Hein. Et elle vise juste entre les deux yeux. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. On va poser votre question juste après le journal Claude Veil. Mais d'abord, avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de la soirée. C'est le Rafale qui rate son arrivée au Brésil. La présidente Dilma Rousseff a finalement préféré les avions suédois Saab à l'avionneur français, estimant l'offre tricolore trop onéreuse. Énorme déception forcément ce soir, après 10 années de négociations et grosse perte en termes de contrats, avec plus de 5 milliards de dollars qui s'envolent. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission Déshabillons-les. Belle et douce nuit. À demain, avec plaisir.